Bonjour à tous, je suis Florence Porcel, Community Manager officielle de l'univers, et je vous souhaite la bienvenue dans le 37e épisode de ce podcast où je vais vous parler de Mars, du système solaire, de rencontres et de petits hommes verts. Et commençons par une date et ce sera le 30 avril, c'est un événement qui me concerne personnellement puisque c'est le jour où Mars One m'a confirmé que je faisais partie des 705. Oui, c'est marqué 706 dans le mail, mais en fait il y a eu un désistement depuis. Des 705, donc candidats toujours en course pour un aller simple vers Mars. Je vous en parle ici parce que vous êtes nombreux à me demander où ça en est, tout ça. Alors voilà, j'ai passé tous les tests médicaux qu'ils demandaient avec succès. J'ai donc pu fournir le certificat obligatoire pour rester en lice. C'est parti pour la prochaine étape maintenant. Alors on sera convoqué dans les prochains mois pour des entretiens individuels et le principe sera simple. La planète sera découpée en régions, je ne sais pas combien et je ne sais pas lesquelles, mais sans doute un truc du genre Amérique du Nord, Amérique du Sud, Afrique, Europe, enfin etc. Et ils garderont 20 candidats par région qui pourront accéder à l'étape 3. Alors je ne sais pas exactement sur quoi portera l'entretien, mais ça sera en anglais évidemment. Et surtout ce sera déjà filmé puisque Mars One a récemment signé un contrat d'exclusivité avec DSP, une boîte de prod anglaise pour s'occuper de la diffusion internationale du programme associé au projet, dont les revenus tirés de la pub serviront au financement. Alors, la première fois que j'ai lu le communiqué de presse, j'ai vu Endemol. Et effectivement, DSP est une filiale d'Endemol. Même si c'était logique, parce que Mars One et Endemol sont toutes les deux néerlandaises et qu'Endemol est la plus grosse société indépendante de production audiovisuelle du monde, en fait, donc, puisque Mars One souhaite faire un programme international, c'était plus facile pour eux de s'associer à une société déjà implantée un peu partout que d'aller démarcher les pays un par un. Donc choix logique, même si j'en espérais un autre évidemment. Mais je ne suis pas du genre à m'arrêter à mes réflexes épidermiques, je me suis donc renseignée. Et j'ai appris qu'Endemol, en fait, c'était un groupe énorme qui ne fait pas que de la télé-réalité abominable. Il fait aussi des jeux, des documentaires, des fictions. La série Black Mirror, par exemple, que j'ai pas vue mais dont on m'a beaucoup parlé en bien, c'est eux. Alors, ils font beaucoup de merde aussi, soyons bien d'accord, mais un peu d'honnêteté intellectuelle ne nuit pas, et il faut aussi dire ce qui est, même si ça ne m'arrangeait pas à la base. Donc, que fait exactement DSP, puisque c'est ça qui nous intéresse? Des très bons programmes, il faut bien l'avouer. Figurez-vous qu'ils sont spécialisés dans les documentaires historiques, scientifiques et techniques, comme on peut le voir sur leur page d'accueil, notamment, et c'est eux qui ont fait Hawking, par exemple, qui a reçu 3 Emmy Awards, et dont voici la bande-annonce. He would spend a lot of time looking at the stars and wondering where eternity came to an end. He was definitely a standout person of intellect. The question always was whether he would use that intellect to go anywhere. As my student days were in full swing, I was diagnosed with motor neuron disease or ALS. I was given 2 to 3 years to live. I don't think he accepted it emotionally. What really made the difference was falling in love with a girl called Jane Wilde. We were going to defy the disease and challenge the future. Perhaps because I realized I might not have much time, I decided to try to see if I could shed any light on how the Big Bang came to be. As he gradually lost the use of his hands, he could move at lightning speed across the frontiers of knowledge and see things that nobody else could see. I imagined going backwards to the beginning. Here, time stops. You've reached the true beginning of everything. I had controversially shown the universe spontaneously created itself in the Big Bang. I caught a chest infection that developed into pneumonia. It was difficult to think that Stephen was going to be okay. Now robbed of the ability to talk, I faced a life unable to properly communicate. It's a terrifying prospect to have a completely functioning mind inside a body that locks you in. Perhaps it is human nature that we adapt and survive. A Brief History of Time has sold about 8 million copies. Life has thrown at me both good times and bad. He's just got this tremendous determination to live. This film is a personal journey through my life, told in my own words.
Voilà, désolée pour les non-anglophones, hein, mais je ne l'ai pas trouvé en VF, et je vous mettrai la vidéo du docu en entier sur mon blog. Alors pareil pour le magnifique Earth from Space, que je vous conseille absolument. Il est un peu long, mais qu'est-ce que c'est sublime! Et on apprend des milliards de choses sur la Terre, son fonctionnement, comment tout est lié, et à quel point c'est une machinerie extrêmement complexe qu'on est en train de zigouiller. Since humans first ventured into space, some of the greatest gifts of exploration have been the new views of our home. Who can forget the iconic Earthrise images of the Apollo era? And now from the International Space Station, we have these spectacular vistas. The blue marble is finally revealing its secrets. It's a planet alive with activity and constant change. Its surface transformed by humans, yet still ruled by powerful natural forces that we are only beginning to understand. Voilà, donc visiblement Mars One cherche plus à faire un programme sous la forme d'un docu plutôt que de la télé-réalité pourrie, ce qui m'arrange évidemment. Alors on verra, hein, croisons les doigts, mais si DSP reste dans ce qu'ils savent faire, ce serait quand même vachement bien. Restons dans les projets d'exploration martienne avec la personnalité de l'épisode. Je voudrais vous présenter Lucie Poulet. Et c'est une histoire 2.0 trop rigolote. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, Axe avait lancé un concours dont le premier prix était un voyage dans une navette de tourisme spatial, dont aucune n'est encore au point d'ailleurs, hein, mais c'est un autre sujet. Et une des manières d'accéder à la finale, c'était d'avoir un maximum de votes sur un site, et j'en profite pour remercier tous ceux qui ont voté pour moi d'ailleurs, j'ai fini 2e, hein, derrière l'humoriste Cyril Garnier, et Lucie faisait partie des candidats les mieux placés. Quelques mois plus tard, elle m'envoyait un mail pour une raison que j'ai oubliée depuis, désolée Lucie, mais du coup, bah voilà, de fil en aiguille, j'ai appris que c'était une passionnée du spatial et de Mars entre autres, et j'ai eu l'occasion de l'interviewer pour France Inter quelques jours avant qu'elle ne parte faire une simulation martienne de 4 mois à Hawaï. Rien que ça. Alors Lucie a 28 ans et elle a déjà un parcours long comme 20 fois mon bras à peu près. Alors elle a fait maths sup, maths spé, l'école des mines de Nancy, puis un an de stage à l'ESA, l'agence spatiale européenne. Ensuite, elle est partie dans l'Arizona pour faire un master d'ingénierie aérospatiale. Elle est donc ingénieure, orientée biologie, comme elle le dit elle-même, parce qu'en fait, elle se spécialise dans les systèmes d'éclairage pour pouvoir faire pousser au mieux des plantes sur la Lune et sur Mars. Et non mais c'est pas génial, sans déconner. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Oh bah je fais en sorte qu'on puisse cultiver des salades lunaires et martiennes. Ok. Bon, et donc en ce moment, elle se trouve sur un volcan d'Hawaï en pleine mission de simulation martienne depuis plus de 3 mois, puisque ça en dure 4 en tout, et elle devrait en sortir le 28 juillet. En fait, elle poursuit ses recherches sur les effets des différentes longueurs d'onde sur la culture de plantes pour sa thèse qu'elle prépare au sein de l'agence spatiale allemande. Et dans ce genre de simulation, tout est vraiment reconstruit comme s'ils étaient sur Mars. Alors ils sont 6, enfermés dans un habitat avec des panneaux solaires pour l'énergie, de la nourriture lyophilisée, un quota limité d'eau à utiliser. Ils ne sortent jamais sans scaphandre, enfin, etc., etc. Alors de temps en temps, elle arrive à nous donner des nouvelles sur son blog, Lucie, et elle a récemment fait une vidéo pour des scolaires, dont voici un extrait. Ces deux traitements de lumière, là il y en a un blanc et là blanc avec rouge et bleu. Ces deux traitements ne montrent pour l'instant aucune différence dans la pousse des salades. J'en saurai plus quand j'analyserai toutes les données. Mais pour l'instant, je n'ai aucune théorie sur quelle longueur d'onde, quelle lumière fait en sorte que les salades poussent mieux. Celui-là, nous le gardons même la nuit, nous le changeons de bras pour pas que ça nous irrite la peau. Et on le garde la nuit parce que ça calcule nos cycles de sommeil. Le badge, par contre, on ne le garde pas la nuit parce que ce serait trop embêtant pour dormir. Et puis, comme le but c'est de regarder nos interactions, vu qu'on dort et qu'on n'a pas d'interaction les uns avec les autres, il n'y a pas de raison de garder le badge. Donc la nuit, on le branche et on le charge pour que le lendemain, il soit opérationnel. Nous n'avons pas les données en direct du brassard ou du badge. Ce sera analysé par une équipe de scientifiques qui nous observe. Donc non, on n'a pas de télévision. Par contre, on a beaucoup de jeux de société, comme vous pouvez le voir ici. On a aussi beaucoup de livres et on a des DVD qui nous permettent de regarder des films de temps en temps. Et sinon,
parfois, comme le week-end dernier, on fait du karaoké aussi. Donc oui, on a des loisirs. Vous nous demandiez si on a du réseau. Donc non, oui, on a du réseau, mais on n'utilise pas nos téléphones portables. On ne communique que par email pour que ce soit réaliste d'une mission sur Mars. Et avant de participer à une mission de 4 mois, elle avait déjà fait une simulation de 15 jours organisée par la Mars Society et il se trouve qu'elle vient de monter un dossier pour en refaire une début 2015 en me proposant de m'intégrer à l'équipe. Alors on aura la réponse avant la fin de l'été si tout se passe bien et j'ai trop hâte de savoir. Alors en attendant, je croise les doigts parce que ce serait quand même trop génial. Je vous tiendrai au courant, bien évidemment. L'événement que j'ai retenu pour cet épisode, c'est l'annonce de 715 exoplanètes découvertes d'un seul coup. Ça a été annoncé par la NASA le 26 février dernier lors d'une conférence de presse diffusée en direct sur Internet. Et c'était surtout historique, puisque jamais autant de nouvelles planètes n'avaient été validées d'un seul coup. Alors en fait, elles n'ont pas été vues d'un seul coup d'œil à un télescope, c'est jamais aussi simple. C'est plutôt un événement technique en fait. Alors en l'occurrence, il s'agit du télescope spatial Kepler qui servait, parce qu'il est hors service maintenant, qui servait à scruter les étoiles pour y détecter des passages de planètes. Alors dès qu'il trouve quelque chose, on dit qu'il s'agit d'une exoplanète candidate, et ensuite chaque candidate est vérifiée une par d'autres moyens de détection. Autant vous dire que c'est long, déjà donc parce qu'on ne peut le faire qu'une par une, et ensuite parce qu'avec cette méthode de détection, il faut attendre que la planète repasse devant son étoile. En d'autres termes, si des extraterrestres voulaient découvrir la Terre avec cette méthode, ils la classeraient dans les candidates quand ils la verraient passer devant le Soleil, et il faudrait attendre 1 an, le temps qu'elle boucle une orbite complète, pour qu'ils la revoient passer et qu'ils la confirment en tant que planète. Du coup, pour nous c'est pareil, ça prend du temps, et c'est aussi la raison pour laquelle on découvre beaucoup plus de planètes qui se trouvent très proches de leur étoile, et donc qui en font le tour complet très rapidement, que de planètes qui en sont plus éloignées. Et donc, pourquoi 715 d'un coup d'un seul, comme ça ? En utilisant une autre technique, évidemment, appelée vérification par multiplicité, et qui se base sur une méthode utilisant les probabilités. Le principe est simple, Kepler repère des systèmes solaires potentiels. Il y en a où un seul astre tourne autour d'une étoile. Dans ces cas-là, l'astre qui tourne peut être une étoile compagnon et pas forcément une planète. Mais dans le cas des systèmes où plusieurs astres ont été repérés, alors ce sont forcément des planètes. La certitude est d'autant plus grande que le nombre d'astres l'est aussi. Et le tour est joué, sans mauvais jeu de mots. En étudiant les systèmes candidats à plusieurs exoplanètes, on en arrive à en détecter 715 d'un coup. Et ce qu'il y a de plus incroyable dans l'histoire, c'est que ça a quasiment doublé en une seule fois le nombre total d'exoplanètes découvertes depuis 1995. Mais enfin, quand même, je me demandais l'autre jour, on va les compter que jusqu'à quand, comme ça ? Parce qu'à un moment, ça va plus tellement avoir de sens, maintenant qu'on sait qu'il y en a partout. Ce serait pas plus intéressant de s'intéresser à leurs caractéristiques plutôt qu'à leur nombre ? Enfin, moi je dis ça, c'est sûrement ce qui va se passer de plus en plus, mais on en est toujours à les compter, là. Alors, elle s'interroge aussi, d'ailleurs, sur Twitter. Voilà. Quelques images inédites et exclusives, maintenant. J'ai eu l'immense honneur et l'immense plaisir d'être invitée il y a quelques mois, maintenant, à l'épisode 42, ça ne s'invente pas, du podcast de l'Agence Too Geek sur l'exploration spatiale, dont l'intervenant principal était Michel Felet, un journaliste spécialisé justement dans le spatial et dont j'avais écouté attentivement les interventions lors d'un épisode précédent. Ça a été filmé et monté par Anne-Sophie, qui me suivait régulièrement avant qu'elle ne parte s'installer en Norvège, et on y parle de Gravity avec le témoignage de l'astronaute Michel Tonini, le 3e français dans l'espace. On y parle également de vol parabolique, mais aussi des toutes premières fusées françaises. Tout cela matiné du fameux rire de Pascal Mabille. Et bonsoir les geeks. Bonsoir. Bonsoir. Épisode 42 avec qui, je vous le donne en miles, Michel Felet, l'homme qui a réponse à l'univers et au reste. Et comment vous le décrire, Michel Felet, prêt avec Michel Tonini, que nous allons avoir en ligne duplex dans quelques secondes. Bonsoir Michel, merci de revenir. Bonsoir, si vous saviez comme je suis content de vous retrouver. Une femme enfin dans cette émission. C'est Florence Porcel. Bonsoir Florence. Bonsoir. Tu es mieux que ça, tu es chef de mission ce soir. Tu es agent spécial qui va devoir... Agent spatial. Agent spatial, exactement. Oh, que de jeu de mots, que de calembour. Michel Tonini. Oui, bonjour. Vu l'actualité brûlante au cinéma qui est celle du succès international du film Gravity, on avait envie d'avoir le point de vue d'un vrai astronaute, de quelqu'un qui est dans l'espace. Alors Michel, est-ce que Gravity est un film
Réaliste, peu réaliste, intéressant pour un astronaute. Parlez-nous un peu de votre réaction en ayant vu ce film. Alors moi j'ai trouvé le film extraordinaire. Ah bah quand même. D'ailleurs je l'ai vu 2 fois. Je l'ai vu 2 fois. Une fois en français, une fois en anglais. D'accord. Et j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Même si le scénario parfois ne colle pas vraiment à la réalité. À une réalité par possible. Exemple, quand on voit Georges Clooney qui raconte un peu sa vie en scaphandre, ça c'est pas des choses que l'on fait vraiment. Lorsqu'on voit passer de la station russe à la station chinoise, c'est pas vraiment réel. Ouais. Ou bien la mort de Georges Clooney, elle n'est pas tout à fait réaliste non plus, puisque on n'est pas attiré par la Terre. D'accord. Ah oui. Je vois. Une petite question, Michel. Tu as volé avec dans la navette spatiale américaine, tu as volé dans Soyouz. Oui. Est-ce que tu serais en mesure de passer de Soyouz au vaisseau chinois, par exemple, comme dans le film. Comme dans le film. Est-ce que tu penses que c'est crédible? Le vaisseau Soyouz ressemble beaucoup au vaisseau chinois. Je ne connais pas le détail du vaisseau chinois, mais la forme extérieure ressemble beaucoup, et je suppose que les systèmes à l'intérieur sont similaires. Donc tu pourrais te débrouiller. Moi, je fais parle attention pas à ce que tu je dis. parle russe, je ne parle pas chinois. D'accord. Je pense que je pourrais m'en sortir. Tu penses que tu pourrais t'en sortir quand même? Oui. Ah oui, parce donc c'est crédible. Donc c'est crédible. Ce que fait Sandra Bullock est crédible. Florence ne dit rien. Non, je pense qu'elle est sous le coup de l'émotion. Je suis très impressionnée. Si tu veux, je peux te le faire rencontrer. Ah bah, demain, s'il faut. En tout bien, tout honneur. Ah bah. Bon, alors vous arrangerez vos rendez-vous après l'émission, voilà. Les amis, merci. Mais la France aide beaucoup la Chine, parce que là, quand j'ai fait mon vol parabolique, il y avait donc des Chinois, des taïkonautes qui venaient s'entraîner dans notre avion français et qui faisaient des expériences scientifiques à l'intérieur du vol de Nova-Espace. C'est intéressant ce que tu dis, Florence. Et d'ailleurs, tu nous fais remarquer que la France est très bien équipée du point de vue des avions d'entraînement. C'est unique au monde. Des avions qui font des vols paraboliques. Nova-Espace, oui, bien sûr. Donc moi j'ai volé aussi en vol parabolique avec la Caravelle à l'époque. Ah oui. Maintenant c'est Airbus. Toi tu as volé avec Airbus. Ah oui, c'était le mois dernier. Bien sûr. Ah bah oui, bravo. Tu veux nous raconter un peu ton expérience? Oui, vas-y. En fait, sur la parole, absolument. Je vais me rendre ridicule parce que j'arrive pas à trouver les mots. Des tas de gens me disent mais c'était comment? Et j'arrive pas à trouver les mots tellement c'était incroyable. C'est une sensation, mais je sais pas la décrire. J'y arrive pas. J'ai écrit un article à la suite de mon expérience de vol parabolique que j'ai intitulé « Sans poids ni voix ». C'est inexprimable. On peut peut-être rappeler ce qu'est le vol parabolique pour le coup, pour ceux qui ne connaîtraient pas le principe. Alors le principe c'est de mettre un avion en orbite, mais en fait il pique, techniquement, il pique vers le haut à 45 degrés. Donc là on se prend 1,8 G dans la figure, et ensuite il retombe tout simplement. Là on est 20 secondes en apesanteur, et ensuite il pique vers le bas et il se remet. Il recommence, on a encore 1,8 G. Tu t'es préparé? Tu as eu un entraînement? Non, pas du tout. Ah non, mais tout le monde peut faire. C'est moins violent qu'un roller coaster. Un petit examen médical quand même. C'est juste un électrocardiogramme. Et, voilà. Stephen Hawking l'a fait, le vol parabolique. Donc si j'avais pas pu le faire, ça m'aurait fait quand même. Donc, ceux qui sont allés le plus loin dans le système solaire en se posant sur un monde, c'est l'Europe. Et ça, personne ne le sait. Sur Titan. C'est posé sur Titan. Ah oui. La mission Cassini-Huygens, Cassini qui se tourne toujours autour de Saturne, mais Huygens s'est posé sur Titan et c'est l'Europe. Donc voilà, je tenais à le souligner. L'Europe avec beaucoup d'expérience française. Oui, là vive la France, monsieur. Mais oui, vive la France. Il y a 30 ans, presque jour pour jour, c'était hier, la France lançait pour la première fois un satellite dans l'espace. On l'avait surnommé Astérix. Et Astérix nous ouvrait la porte du club très fermé des puissances spatiales, constitué alors seulement des États-Unis et de l'URSS. Retour, bref, sur notre histoire avec Jean-Claude Lanique. Attention pour Valbon. 26 novembre 65, sur la base d'Amaguir, au Sahara. L'heure est historique pour la France, qui s'apprête à lancer son premier satellite. 2, 1, feu.
À ce moment précis, alors que la fusée Diamant va s'élever lentement dans le ciel, la France rejoint les États-Unis et l'URSS et devient la 3e puissance spatiale du monde. Dans quelques minutes, le général de Gaulle pourra annoncer aux Français la mise sur orbite d'un satellite de 40 kg, nom de code A1, vite surnommé Astérix. Astérix, le voici, un tonnelet rayé de bandes noires, mis en œuvre par la CEREB, aujourd'hui filiale d'Aérospatiale. Astérix tournera autour de la Terre avec succès, à un couac près, un problème d'antenne l'empêchera d'émettre le fameux bip-bip des satellites de l'époque. Ce qui n'empêchera pas la télévision de célébrer l'événement par des émissions spéciales, jusqu'à épuisement des journalistes. Oui, Michel Colomès, je vous entends très bien. A1 continue à se porter bien, continue à tourner. Des hommes le surveillent sans arrêt. Nous donc, c'est nous qui allons nous coucher. À vous, Cognac G. Peu de temps après, Félicette, une adorable petite chatte. C'est de la base d'Amagir, fin octobre, qu'a été lancée une fusée Véronique, dont pour la première fois la capsule contenait une chatte, baptisée Félicette. Réalisée par le Centre d'enseignement et de recherche de médecine aéronautique des armées, cette expérience avait pour but d'étudier les conséquences de l'état d'apesanteur sur un organisme supérieur, en particulier sur le fonctionnement de son système nerveux central. À cette fin, des électrodes avaient été fixées sur les structures cérébrales de la chatte. Une espèce de prise USB dans la tête. C'est absolument indolore, hein, je te signale. C'est indolore. Totalement indolore. La fusée s'est élevée à 150 km d'altitude, le vol balistique a duré 10 minutes, On éjecte Ils ont éjecté le central de télémesure. En même temps, l'électroencéphalogramme de l'animal était suivi sur un écran et enregistré sur bande. Les indications fourniront les premiers éléments d'une véritable carte cérébrale de l'apesanteur. On se souvient que des expériences antérieures avaient été effectuées sur des rats. En raison de sa taille, le chat se prête évidemment mieux que le rat à une étude des courants cérébraux. Voici la capsule et son parachute. Instant de suspense. Comment va-t-on retrouver Félicette? Eh bien, la première chatte de l'espace ne paraît pas émue par la célébrité. Voilà, et pour la petite histoire, Michel Felet a tenu sa promesse de me faire rencontrer Michel Tonini, puisque quelques semaines plus tard, nous avons dîné tous les trois. Et j'espère que ça se reproduira, parce que j'étais tellement intimidée que j'ai même pas osé lui poser des questions de peur de l'ennuyer. On verra bien. En tout cas, c'était adorable de sa part. Et Michel Tonini est sympathique, ouvert, humain, passionnant, brillant, enfin... Tout ça, quoi, hein. Voilà. Du côté 2.0, toujours, je voudrais vous signaler 2 blogs. Le premier s'appelle Luminescience, c'est le blog de l'astrophysicien Jean-Pierre Luminet, dont je vous conseille tous les livres, hein, d'ailleurs, et qui est aussi musicien, poète, scénariste. Alors, il est très riche, ce blog, hein. Il parle toujours de science, mais à travers des prismes souvent originaux. Et ce sont des billets parfois exigeants, parfois très bien vulgarisés, souvent personnels. C'est vraiment chouette et c'est un des très rares scientifiques en exercice à tenir un blog, alors à souligner donc. Le deuxième blog est en fait plutôt un site d'information scientifique destiné au grand public, mais avec la particularité d'avoir des articles uniquement écrits par des chercheurs du CNRS. Et c'est une double réussite, alors déjà parce que l'interface est claire, pratique et fonctionnelle, et ensuite parce qu'il y a des centaines de sujets traités dans toutes les disciplines et que c'est toujours passionnant. Alors entre autres exemples, on peut trouver un portrait d'un scientifique travaillant sur Rosetta, des infographies sur les supercalculateurs, une vidéo sur la restauration du château de Pierrefonds, ou encore comment la chimie s'appréhende comme un jeu de Lego. Et voilà, c'est vraiment un excellent exemple de service public et big up à l'équipe qui l'a monté et qui le fait vivre. Donc à faire connaître, à partager, hein, vraiment. Et pour l'info, alors l'info, eh ben c'est une grande première. Non seulement c'est une première, mais surtout une découverte qu'on n'imaginait même pas possible. Une équipe d'astronomes, dont certains travaillent à l'Observatoire de Paris, a donc trouvé un astéroïde avec des anneaux.
Il s'appelle Chariclo et il a été découvert comme la plupart des exoplanètes par la méthode de l'occultation d'étoiles, comme on peut le voir sur cette animation. Et Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune ne sont donc plus les seuls objets du système solaire à être munis d'anneaux. Voilà. En parlant du système solaire, justement, et si je vous y emmenais en voyage? Allez, venez, on va y faire un petit tour ensemble, ça va être trop bien. Pour commencer, évidemment, je vous propose d'admirer notre étoile sous toutes ses coutures. Ce sont les plus belles images prises par la sonde SDO ces 4 dernières années. Éloignons-nous légèrement et passons voir ce qui se passe du côté de Vénus, et c'est un arc-en-ciel extraterrestre tout neuf que voilà. Cette image a été prise le 24 juillet 2011 à 70 km d'altitude par la sonde Vénus Express, et il s'agit bien évidemment de la lumière du Soleil reflétée par des gouttes de liquide contenues dans les nuages de l'atmosphère de Vénus. Alors là-bas, il ne s'agit pas d'eau, mais d'acide sulfurique. C'est joli quand même. Encore plus proche de nous, on connaît bien la face de la Lune tournée vers nous, mais on la connaît moins vue du dessus. Voici donc le pôle nord de la Lune. Profil étonnant, mais néanmoins tout aussi joli que l'arc-en-ciel vénusien. Et je ne résiste pas à l'envie de vous montrer une photo du petit rover chinois Yutu, le lapin de jade, sur le sol lunaire, pris en photo par l'atterrisseur Chang'e. Ah là là, ça a l'air tellement paisible là-haut. Enfin, surtout parce que c'est très mort, hein, aussi, il n'y a pas de secret. Un qui est moins paisible, par contre, c'est Buzz Aldrin, qui n'aime pas trop qu'on lui dise qu'il n'est jamais allé sur la Lune et que c'est un gros lâche et un menteur. You're the one who said you walked on the moon when you didn't. Calling the kettle black, if I ever thought of it. Saying I misrepresented myself. Away from me. You're a coward and a liar and a thief. Alors bon, ne refaites pas ça chez vous, hein. C'est pas bien du tout de casser la gueule des gens, mais venant d'un très honorable papy de 79 ans face à un taré de conspirationniste, faut bien avouer que ça soulage. Mais quittons le plancher des vaches et ses violences pour s'éloigner un petit peu. Cette photo a été prise le 3 juillet 2003 par la sonde Mars Express alors qu'elle entamait son voyage vers la planète rouge. Quelques années plus tard, c'était au tour de Curiosity de partir de la Terre pour atteindre Mars, et il y a quelques semaines, elle a pris ce cliché de la Terre vue du sol martien. Voilà, vous êtes ici. Vous ne vous voyez pas? Alors zoomons un petit peu. En fait, il y a également la Lune sur cette photo.
Et maintenant, sortons du système solaire intérieur pour entrer dans le système solaire extérieur et faisons une petite halte par Jupiter. Figurez-vous que cette célèbre tache rouge, qui est en fait une grosse tempête, mais très très grosse, du genre à mesurer 3 fois la Terre quand même quand elle est en forme. La grande tache rouge donc, qui est de moins en moins grande, elle n'est plus ovale mais ronde, et si elle continue à perdre en moyenne 933 km par an, elle pourrait avoir disparu dans 20 ans. Merci au télescope spatial Hubble pour cette fine observation. Après Jupiter, Saturne. Et comme notre bonne vieille Terre, Saturne a des aurores boréales. Ces images ont été prises le 5 avril et le 20 mai 2013 par Hubble également en ultraviolet et par la sonde Cassini en infrarouge et en lumière visible. Et pour finir ce petit voyage au sein de notre système solaire, Uranus n'est pas en reste puisqu'elle a été photographiée par Cassini qui orbite autour de Saturne et de ses lunes depuis 2004. Oui, c'est un autre point bleu pâle, tout là-bas. Alors certes, on n'a pas eu d'image de Mercure et de Neptune, les premières et dernières planètes, mais j'espère que ce petit voyage dans le système solaire vous aura plu quand même. Revenons à du terre-à-terre avec le tweet. Ben le voilà donc. Il se passe de commentaires. Bon, ça fait quelques mois maintenant, mais je ne sais toujours pas de qui je suis la plus jalouse dans l'histoire. D'Astier qui va chez Étienne Klein ou d'Étienne Klein qui a dû passer quelques heures à papoter avec Astier? Je sais pas. Voilà, j'arrive pas à trancher. Dans tous les cas, si cette entrevue entre deux des esprits français les plus brillants de notre époque n'a pas été filmée, je pense que c'est un coup à qualifier ça de crime contre l'humanité. Au moins. Ouais, non, c'est du 42e degré. Je préfère préciser quand même, c'est jamais. En tout cas, je compte bien qu'au moins l'un des deux me raconte tout ça un jour. Ah, et puis d'ailleurs, à ce propos, vous avez été quelques-uns à me demander si Étienne Klein m'a déposé son dernier livre sur mon bureau le 1er juillet, comme demandé au précédent épisode de ce podcast. Eh ben, figurez-vous que non. Alors j'en conclus donc qu'il ne m'écoute pas. Ou alors, ceci peut s'expliquer aussi par le fait que je n'ai pas de bureau. Peut-être, allez savoir, c'est un facteur qui pourrait jouer. Bon, mais en fait, le tweet suivant est plus intéressant. En tout cas, il annonce un événement d'envergure. Tada! L'exoconférence, mesdames, messieurs. Alexandre Astier va nous causer des extraterrestres. Eh ben, j'ai jamais été aussi impatiente de voir un spectacle. D'ailleurs, j'ai déjà ma place. Et alors, je ne vous dis pas tout de suite quand j'y vais. Par contre, c'est l'occasion de vous signaler que des dates à Nantes viennent d'être rajoutées à l'occasion des Utopiales. Et je serai aux Utopiales. Voilà, au plaisir de vous croiser si vous comptez y faire un tour aussi, du coup. Et concernant l'exoconférence, je vous mettrai en lien sur mon blog une interview d'Alexandre Astier où il commence à en parler. Oh là là, j'ai trop hâte, mais j'ai trop hâte. En attendant, il faudra bien patienter et dans la rubrique culture de cet épisode, je vous propose une petite spéciale Mars qui devrait faire passer le temps bien agréablement. Alors d'abord, le projet Mars d'Andreas Eschbach, publié aux éditions de La Talente, qui sont d'ailleurs basées à Nantes, si je ne m'abuse. Mais comment c'est trop bien ce bouquin! Alors c'est un roman. C'est en 3 volumes, parce que la suite n'est pas encore publiée en France, et c'est une sorte de club des 5 martiens, enfin en plus moderne évidemment. Alors on est un peu dans le futur, à la fin du XXIe siècle, une ville martienne en sous-sol est parfaitement opérationnelle, et on suit les aventures des enfants de Mars, 4 adolescents entre 12 et 15 ans, qui sont les premiers humains nés sur Mars, et à qui il arrive évidemment des tas d'aventures trépidantes. C'est super agréable à lire, on s'y croit vraiment, l'intrigue est chouette, c'est un super moment, et je pense que ça peut se lire assez tôt, à partir de 10 ans si vos gnomes sont des bons lecteurs. Et maintenant, j'attends la suite avec impatience, parce que le 3e tome se finit comme une saison de Lost, là, avec une ouverture de ouf. Non, mais en fait, quand on y pense, non, mais du coup, ça va être aussi frustrant que d'attendre l'exoconférence. Donc c'était pas une bonne idée que je vous en parle là maintenant. Et là, la dame se rend compte que la BD dont elle va parler ensuite a exactement le même problème. Genre, c'est la mode. Hop, un auteur nous raconte des histoires martiennes et puis pouf, on nous laisse là, à la fin de l'ouvrage, en train de les maudire parce qu'on n'a pas la suite. Je vous jure, on n'est pas aidé. Bon, enfin... Cette BD s'appelle Romance de Mars de Bruno Bellamy, publiée en auto-édition, et je vous avoue que j'ai mis longtemps avant de l'ouvrir parce que ça me faisait un peu peur. Des femmes à poil sans vraiment de raison, du noir et blanc,
en tant que féministe qui aime la couleur, ça faisait beaucoup. Mais quand même, déjà, c'est Bruno Bellamy qui me l'a offert, ce qui est adorable de sa part. Ensuite, il m'a fait une super trop belle dédicace personnalisée, ce que j'apprécie à sa juste valeur. Et enfin, j'aime pas tellement juger sans avoir lu avant. Du coup, je m'y suis plongée. Et j'ai été très agréablement surprise. Mais plus que ça d'ailleurs, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Alors déjà, l'édition est généreuse. C'est vraiment, c'est vachement bien fait. Ça commence par l'explication de la jeunesse du projet, sur le blog de Bruno Bellamy à la base donc. Ensuite, il y a les 15 épisodes de la BD elle-même. Et enfin, il a demandé à ses potes artistes de faire un dessin sur le même thème. Et ça fait qu'on a une sorte d'exercice de style de Queneau version BD. Et c'est, ma foi, fort agréable à découvrir. Quant à l'histoire, elle est basique. Un dessinateur de BD est amené à aller sur Mars, déjà habité par des humains depuis un moment. Et il tombe amoureux d'une habitante de là-bas qu'il dessine toute nue à chaque fin de chapitre. Et c'est choupinou. Vraiment, c'est naïf, c'est mignon, c'est tendre. Et les dessins sont beaux, c'est très agréable à lire. Mais il y a donc une fin ouverte et j'attends le 2e volume avec grande impatience maintenant. Donc bravo Bruno Bellamy et un immense merci, c'est un très joli cadeau que vous m'avez fait. Voilà, donc si le cœur vous en dit, il coûte 12 € et je vous mettrai le lien pour vous le procurer dans le billet dédié à ce podcast sur mon blog, avec option dédicace personnalisée, c'est une bonne idée et c'est une super idée pour un cadeau aussi. Et le dernier livre s'appelle Destination Mars. Il s'agit cette fois d'une anthologie, d'un recueil de nouvelles de science-fiction, toutes sur une thématique martienne. Et c'est vraiment chouette parce que les recueils de nouvelles, c'est ce que je préfère et c'est pas ce qui se publie le plus. En France en tout cas, parce qu'ailleurs je sais pas. Il y a plein d'auteurs différents. Certaines nouvelles ont déjà été publiées et d'autres sont inédites. Mais comme dans tout recueil, c'est parfois inégal. Mais j'ai été particulièrement touchée par un texte qui traite de la vieillesse sur Mars. Si Mars One devient réalité, il faudra y réfléchir et s'y confronter. Donc du coup, ça m'a bien parlé. C'est donc un livre publié aux éditions du Riez ou Riez. Je ne sais pas comment ça se prononce, mille excuses. Et il coûte 18,90 €. Et voilà, c'est la fin de ce numéro 37 de la folle histoire de l'univers. Merci de l'avoir regardé. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette vidéo sur ma chaîne YouTube, sur mon blog florenceporcel.com avec tous les liens, les vidéos et les images, et bien sûr sur iTunes où il ne faut surtout pas hésiter à mettre plein d'étoiles et un petit commentaire. C'est ça qui me donne de l'énergie pour continuer. Parce que c'est énormément de travail et que parfois j'ai pas le courage. Mais pour plus d'infos au quotidien, vous pouvez me suivre sur Twitter et il y a aussi une page fan pour mon blog sur Facebook. Je tiens à signaler que ma copine Anne-Sophie qui fait mes reportages a sorti son premier single le 25 juin, à découvrir d'urgence évidemment, et je vous laisse en images pour les anglophones d'entre vous avec un excellent sketch sur l'absurdité d'un débat public sur le réchauffement climatique. Prenez soin de vous, prenez soin de notre planète, n'oubliez pas de rester le nez en l'air à ne rien faire et passez un bel été sous les étoiles. À très vite.